Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour le troisième épisode des previews d'équipe en vue de 2025. Et aujourd'hui, on s'attaque à une équipe qui n'est pas World Tour pour la première fois de la série, après avoir fait Groupama et Ineos, mais une équipe qui, on va voir, a toutes ses chances de monter en World Tour dès l'année prochaine. On parle aujourd'hui évidemment de Israel Première Tech, donc qui est descendu en Conti lors de la dernière relégation et qui performe plutôt bien et qui a fait une excellente saison cette année. Et donc ça risque d'être très très intéressant. Donc si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis on va rappeler ce qu'on va faire pour ceux qui ne savent pas. On va tout d'abord récapituler leur saison 2024. On va parler du mercato, puis de l'effectif pour 2025 et enfin les prédictions et objectifs pour cette équipe. Donc je pense qu'on peut commencer tout de suite par la saison 2024. Donc 29 victoires. Voilà, c'est le meilleur bilan de l'équipe. Elle avait déjà fait 29 victoires, mais elle était pas elle n'avait pas le même statut vraiment. C'est vraiment la meilleure saison depuis que l'équipe est un très haut statut. L'an dernier, ils prennent 12 victoires pour un peu avoir la comparaison, donc vraiment exceptionnel. Stephen Williams, évidemment, 6 victoires, dont la Flash Wallonne, dont le Tour de Down Under. Il remporte aussi, il me semble, le Tour de Bretagne. Donc, rien à dire. On verra ensuite que je l'ai mis en meilleur coureur, mais on développera ça après. 11e pour le classement UCI, donc excellente performance aussi. Juste derrière une équipe comme Groupama, alors que eux ils sont en Conti, donc c'est dire un peu à quel point ils ont performé. Le petit point noir de la saison, c'est peut-être les grands tours qui ont été un peu décevants. Le Giro, bon voilà, Marco Frio, zéro victoire, et puis on les a pas trop vus, il me semble. J'ai pas de souvenirs comme ça, peut-être que je me trompe, hein, mais sur le Giro, ils sont quand même plutôt invisibles. Un Tour de France plutôt réussi pour Derek Guy, qui fait 9e, mais bon, il n'y a pas de victoire d'étape. Il est pas loin à 3, mais il est battu par Turgis et Pitcock. Stephen Williams aussi fait une plutôt bonne étape, il me semble, euh, vers la fin du Tour de France en échappée. J'ai plus trop en tête, mais il y a peut-être des occasions manquées sur ce Tour de France. Surtout quand tu voyais l'équipe qu'il y avait. Je trouve qu'il y avait moyen d'aller chercher une victoire d'étape quand même, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Ils n'ont pas trop existé, notamment sur les deux premières étapes. Il me semble pas qu'il y avait d'Israël dans les échappées. Je me trompe peut-être, mais je trouve qu'ils ont raté certains coups. Et puis, voilà, Guy qui a joué le général, je pense qu'il aurait peut-être pu aller chercher une étape s'il avait joué les échappées. Après, bon, Pogacar il en prend 6, donc il n'y avait pas beaucoup de marge. Mais ouais, Ackermann qui fait plutôt un bon Tour de France aussi, mais bon, qui est pas là pour jouer la victoire. Donc, petite déception de ce côté-là. La Volta est un peu meilleure, avec un Ricciello qui fait une bonne première semaine. Il me semble qu'il tombe ou qu'il est malade et que du coup ça le rétrograde un peu. Mais il est très très fort sur les premières étapes. Et il y a une victoire de Michael Woods aussi, donc, qui sauve un peu ce bilan sur les grands tours. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 15 sur 20 à la saison, parce que voilà, elle est quand même incroyable. La Flash Wallonne, quand t'es Israël, bon, c'est quand même quelque chose. Mais je trouve que pour avoir plus, fallait plus performer sur les grands tours quand même. 9e place et une victoire d'étape, c'est quand même un peu maigre comme bilan. Mais bon, t'as quand même 30 victoires au tour, donc c'est vraiment pas mal. Euh, je, Ouais, pour moi, pour avoir 17, il aurait fallu performer sur les grands tours, mais ça reste quand même une excellente saison de la part de Israël. Il a peut-être manqué aussi sur les monuments un peu. On a vu Tons sur le Flandre. Sinon, on les a pas trop vus, les Israël, malheureusement, alors qu'ils avaient quand même des profils assez intéressants. On va le voir par la suite, mais c'est quand même une équipe qui a pas mal de profils taillés pour les classiques, notamment les Ardennaises et les Flandriennes. Donc, petite déception de ce côté-là. Pour le coureur de l'année, j'ai choisi évidemment Stephen Williams, qui a commencé la saison sur les chapeaux de roue en remportant le Tour de Down Under. Alors ok, c'était pas une concurrence énorme, c'était que entre guillemets de la Toro, même s'il est énorme et Narvaez, mais il fallait le faire, fallait être là. Il a été là, il a assumé ce rôle une fois qu'il avait le maillot de leader. Et puis voilà, après il a complètement déroulé. Et il a un peu ensuite un peu disparu et il est revenu, la flèche wallonne, incroyable. Alors oui, il y a des conditions, mais les conditions c'est les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas que Stephen Williams, il n'avait pas un soleil autour de lui, il faisait pas 20 degrés. Donc il a réussi à tirer profit de ça. Il y avait quand même Kevin Vauquelin, il y avait Cosnefroy, il y avait Van Gils aussi, il me semble. Je crois pas qu'il abandonne sur la flèche wallonne. Donc voilà, il fallait perf à ce moment-là, et il ne gagne pas d'une demi-eau, hein. Il met une attaque, il n'y a personne qui peut suivre derrière, donc complètement énorme sur ce.
ce genre de profil. Hem et voilà, que dire après? Le Tour de Grande-Bretagne, comme j'ai dit, son Tour de France, il passe peut-être un peu à côté, mais bon, on peut pas trop lui en vouloir. Il rate peut-être quelques coups, pardon, mais ouais, quoi, assez incroyable, je m'y attendais pas du tout. L'an dernier, il avait déjà gagné, il me semble, l'Arctic Norway Race, quelque chose comme ça, de Vincent Poussin. Mais là, cette année, c'est juste incroyable. Les victoires World Tour à foison, donc bah, le meilleur coureur sans trop de débat. J'ai beau chercher, mais je vois pas qui est-ce qui pourrait rivaliser. Derek Guy qui fait une bonne année aussi. 9ème du Tour, qui gagne sur le critérium du Dauphiné qui fait 3. Mais bon, c'est quand même pas à ce niveau-là. Il n'y a pas assez de victoires World Tour, mais grosse saison de Derek Guy aussi, et qui prend rendez-vous pour la saison prochaine. Du côté des déceptions, il y en avait plusieurs. Il y avait tout d'abord Ackermann, bon après qui arrive, qui est plus tout jeune, mais qui fait un plutôt bon Tour de France, qui fait une saison voilà, où il arrive à être placé à certains moments, donc je trouvais peut-être ça un peu sévère de lui mettre ça. Il y a eu aussi Corbin Strong, on en reparlera, mais Corbin Strong, c'est dommage parce que j'en attendais beaucoup, vraiment. C'était un de nos coureurs, je crois, dans la vidéo, des coureurs à suivre pour cette saison. Et déception, quoi. Grosse déception, sa Vuelta est ratée. Pourtant, il a un profil incroyable, un mec qui passe les bosses, qui a vite au sprint. Mais ouais, assez absent. Après, il a fait quand même quelques performances par-ci par-là. Et moi, la grosse déception, c'est Dylan Tuns, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un statut, qui a déjà gagné un World Tour, qui a déjà des belles victoires, et qui a fait des bonnes courses, hein. Il n'a pas fait que des mauvaises courses, notamment le Tour des Flandres, où il est 8e, il me semble, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Euh, Bah voilà, un peu un flop cette saison, on l'a pas trop vu. Il va s'en aller en plus, on va voir ça après à la Cofidis. Mais moi j'en attendais plus de Dylan Tuns. Et donc c'est lui que j'ai décidé de choisir en tant que flop. J'aurais pu mettre Corbin Strong aussi. Ça aurait pas été volé. J'ai choisi Dylan Tuns parce qu'il avait quand même un statut dans l'équipe. Qu'il arrivait il y a 1 ou 2 ans, voilà, en tant qu'un peu sauveur de l'équipe pour aller chercher des points. Et cette saison, je trouve voilà, qu'il s'est fait voler la vedette déjà par Stephen Williams sur des profils qui pourraient lui correspondre, et qu'en plus il n'a pas trop existé en dehors de ça. Pour la révélation, j'aurais pu mettre Stephen Williams, parce que c'est quand même une révélation de voir à ce niveau-là, mais j'ai privilégié un peu la vraie révélation comme on l'entend, donc un jeune qui performe. Et évidemment, à ce compte-là, il n'y a pas de débat, et c'est Blackmore tous les jours. Il commence la saison avec le Tour de Rwanda, où il remporte 2 étapes et le classement général. Alors ok, c'est le Tour du Rwanda, c'est pas, voilà, il n'y a pas une concurrence de ouf, il y a juste les totales et la Israël. Mais quand même, derrière il enchaîne, il fait il me semble troisième ou quatrième de la Flèche Brabançonne, très très bien placé, et puis il va gagner le Tour de l'Avenir devant Pablo Torres. Donc voilà, chapeau, il n'y avait pas grand chose à dire. Mais très très grosse saison de Blackmore, très très gros espoir. On espère que l'an prochain il arrivera à confirmer un peu tout ça. Peut-être une place sur le Tour de France. Quand on voit les profils qu'il y a, ça peut lui convenir. C'est quand même un coureur qui est puncher, mais qui passe aussi très bien la montagne, donc assez complet. Un peu une sorte de Dylan Sons en soi. Bon, après, il y a quand même des différences, mais ce genre de profil-là. Donc, quand on voit le parcours de Tour l'an prochain avec beaucoup d'étapes un peu accidentées, clairement, ça pourrait complètement lui convenir. Et donc, voilà, j'ai choisi lui en révélation. Je vois pas trop qui est-ce que j'aurais pu mettre d'autre dans tous les cas. J'aurais pu mettre William Tegui, mais c'est d'autres types de révélations, on les connaissait déjà. Et ils ont vraiment atteint un très haut niveau cette saison. Mais ouais, sinon, rien à dire pour moi. Blackmore, révélation de la saison sans problème. Du côté du coup du mercato, mercato très light comparé à d'autres équipes. On a vu Ineos et Groupama qui a fait quand même des mercatos un peu plus conséquents. On a Lutsenko qui arrive, donc plutôt bon renfort. Coureur assez complet, après plutôt en fin de parcours quand même. Ça fait penser un peu au transfert que pouvait faire Israël à l'époque, c'est-à-dire aller chercher je sais pas, des Nitolo, des Froome, des Fuglsang. Euh, Après, Lutsenko est quand même plutôt dans une bonne forme toujours, mais c'est clair que c'était pas celui voilà, qui va se révéler dans l'équipe, qui va avoir ses meilleures années. Il aura peut-être une bonne saison l'an prochain, peut-être une autre après. Ça risque d'être plus compliqué dans les saisons qui suivent. Après, c'est un bon renfort en soi pour l'équipe. On ajoute à ça Yann Hirt qui fait une bonne saison aussi. Cette année, il fait
Un bon travail en tant qu'équipier pour Remco. Les fois où il avait eu aussi, un peu plus carte blanche, là aussi il était bon. Donc, ouais, bonne arrivée, Yann Hirt du côté, d'Israël, en provenance de la Quick-Step. Après, c'est pareil, c'est pas un leader, mais pour une échappée, pour ce genre de choses, c'est complètement un mec qui peut aller chercher une étape sur le Giro, sur la Vuelta, ou alors, je sais pas, sur un Tour de Catalogne en échappée, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais ouais, c'est plutôt un bon recrutement. Mathis Louvel aussi, bah pareil, qui vient de l'Arkia, qui a montré des très belles choses, notamment sur les classiques pavés. Donc, ouais, très bon recrutement, ça pour le coup. Un peu dommage de l'Arkea l'avoir perdu, mais bon, Israël s'en frotte les mains. Ça, c'est un très très bon recrutement. Et puis Pierre-André Côté, donc 27 ans, qui fait plutôt une bonne saison aussi, on va pas se mentir. Voilà, profil un peu puncher, sprinter, assez complet. Bon, c'était pas le coureur de l'année, mais bon, ça fera le taf. Et du côté des départs, on va perdre Dylan Tuns, bon, qui n'a pas fait une très grosse saison, qui devait prendre, je pense, un assez gros salaire, donc c'est pas une mauvaise chose. On a le départ de Rick Zabel aussi, bon, voilà, qui a pas fait que des mauvaises choses à Israël, mais qui n'était pas du tout un coureur indispensable. On a Mats Verschmidt, qui s'en va aussi pareil, profil un peu pareil, poisson pilote, qui bonne pointe de vitesse, pas forcément très important. Et puis on a Guy Savige et Oliman, donc pareil, c'était deux équipiers. Donc on perd pas grand chose du côté de l'Israël. Le plus gros départ évidemment c'était Lantons, mais qui était plutôt en fond de parcours et qui fait pas une énorme année. Donc bon, c'est plutôt un bon mercato de ce côté-là. J'ai mis 14 sur 20 parce que je trouve les arrivées assez intéressantes, et que tu perds pas grand-chose. Après, c'est pas un mercato, voilà, il se passe pas grand-chose, quoi. On va dire, tu recrutes 4 mecs qui vont performer, tu en perds quelques-uns. Tu t'es renforcé, c'est sûr, donc bonne note. Après, pas exceptionnel, parce que tu viens pas chercher, je sais pas, des gros leaders comme a pu le faire Astana ou comme a pu le faire Red Bull. Mais bon, tu t'as fait 8 pas, donc en soi, 14, 13, bon, dans ces eaux-là, c'est plutôt un bon mercato. Après, il peut encore continuer, le mercato est encore ouvert, donc c'est pas fini, mais à l'heure actuelle, le 14 décembre, ça vaut pas plus qu'un 14 sur 20 pour Israël. Ce qui nous emmène donc à cet effectif-là. Donc un effectif plutôt fourni et plutôt de qualité. En montagne, j'ai mis Derek en leader. J'aurais pu mettre Richitello. Je pense qu'à terme, ce sera le cas. Mais à l'heure actuelle, Derek a plus prouvé que Richitello sur 3 semaines notamment. Donc voilà, Zerigui, énorme saison, très fort en montagne, très endurant aussi, comme on l'avait connu sur le Giro, où il était dans toutes les échappées. Donc pour probablement le leader l'an prochain encore sur le Tour de France. Quoique, peut-être que Mathieu Riccitello, pardon, pourra bah, prétendre à cette place aussi, puisque il fait un très bon Tour de Suisse, il fait un bon début de Vuelta. Après, ça dégringole un peu, mais aussi, ouais, très très gros espoir, Mathieu Riccitello. Et donc, bah, je le verrai bien exploser l'an prochain. Euh, et pour l'accompagner, on aura bah, du Yanniert, comme je l'ai dit. On a aussi Marco Frigo, qui peine, je trouve, un peu à progresser. Il y a quand même de belles promesses en lui, et il a quand même beaucoup de mal à progresser et à atteindre un bon niveau. Chris Froome, bon, je l'ai mis là un peu voilà, pour dire qu'il est là, mais il me semble que c'est la dernière année de contrat de Chris Froome. Pas une mauvaise chose pour l'équipe. Voilà. Bon, il est plus haut niveau, voilà, Chris Froome, c'est tout. Il peut quand même rendre des services en montagne, mais pas bien plus. Un peu comme George Bennett. Moi, j'ai complètement oublié qu'il était là. Mais oui, ça. Je l'ai mis là parce que c'est un grimpeur. Après, honnêtement, il ne servira pas à grand chose. Fuglsang, pour sa dernière saison aussi, peut aussi rendre des services sur les classiques. Voilà. C'est trois capitaines de route, en fait. C'est pas des coureurs qui vont forcément beaucoup t'aider en montagne. Mais, euh, mais ouais, t'es quand même sur 3 capitaines de route, des mecs qui peuvent tenir un peu la montagne, c'est toujours intéressant de les avoir. Et donc pour l'an prochain, ce sera Derek Mathieu Chitello. C'est deux bons leaders. Alors évidemment, c'est pas du niveau des top leaders mondiaux, mais bon, pour une équipe Ponty, c'est excellent. C'est quand même des très bons leaders et c'est des mecs qui peuvent faire des top 5 sur les courses par étapes, World Tour, type Paris-Nice, Critérium, Tour de Catalogne, voilà. C'est ce genre-là de coureurs, mais évidemment, c'est le deuxième, troisième échelon des courses par étapes, des coureurs de courses par étapes au monde. Donc voilà, mais c'est quand même assez honnête pour ce genre d'équipe. Du côté du sprint, on a pas mal de bons coureurs. On a Ethan Vernon, alors je l'ai mis en leader
Je savais pas trop qui mettre honnêtement, mais Vernon qui a fait, une saison un peu compliquée et puis après sur le Tour de Guangxi qui s'est quand même, un peu rattrapé avec 2 victoires. Mais c'est lui pour moi le sprinter en puissance de cette équipe. Je pense que l'an prochain, il peut quand même réussir à un peu mieux s'intégrer. En plus, c'est pas un mauvais rouleur. C'est pas un mec qui est lâché dès qu'il y a un pont d'autoroute. Donc c'est un mec assez complet. Donc je le vois bien l'an prochain quand même faire une bonne saison. Euh, le remplacer Pascal Ackermann aussi, euh, qui a fait une saison honnête, honnêtement. Bon, c'est pas une énorme saison pour un mec de ce calibre, c'est pas une saison désastreuse non plus. Et voilà, il est quand même sur la fin de parcours aussi, Pascal Ackermann, un peu comme Hofstetter, qui lui, bon, n'a pas trop existé cette saison. Ces deux sprinters, voilà, qui sont en fin de vie, qui peuvent toujours rendre des services sur des courses. Un mec comme Hofstetter, peut-être sur des Coupes de France, des trucs comme ça, il peut toujours performer. Ackermann, il peut toujours aller chercher des petits top 5 sur certains sprints, mais pas plus. On a aussi Einhorn, donc bon, c'est aussi plutôt un bon sprinter, mais bon, sur des courses de second rang aussi, évidemment. Van Asbroek, pour, voilà, plutôt en tant que lanceur, voilà, ou mec dans ton train, plutôt des choses comme ça, c'est pas un sprinter à part entière. Euh, Jake Stewart, c'est bonne pointe de vitesse, mais après, il passerait bien les box aussi, j'aurais pu le mettre en puncher. Euh, donc, euh, donc pareil, à voir, c'est aussi un bon poids, mais c'est pas un mec qui ira te gagner un sprint massif. Corbin Strong, très déçu parce que j'en attendais beaucoup de Corbin Strong, mais il a raté sa saison. Ça peut arriver, c'est pas grave en soi, mais, euh, mais compliqué la saison de Corbin Strong quand même. Il se rattrapera, je pense. Je vois pas un mec comme Corbin Strong avec ces qualités-là ne pas faire une grosse carrière, mais il en faut plus. Parce qu'aujourd'hui, ok, il a un profil de type puncher sprinter, mais ce genre de profil, maintenant, il y en a beaucoup qui en ont. Euh, beaucoup de sprinters aujourd'hui passent bien les boss. Un Philipsen, c'est pas le dernier pour passer les boss. Un Guilhermet, pareil. Dolly, pareil. Donc aujourd'hui, il faut que Corbin Strong quand même passe un cap, parce qu'il peut pas juste miser sur le fait qu'il passe bien les boss, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein dans son cas. Et donc, à ce compte-là, bah, malheureusement, il sera souvent perdant. Mais voilà, je l'enterre pas. Pour moi, c'est un coureur quand même qui est capable de très grandes choses. Pour moi, il sera pas leader du sprint parce que il manque quand même ce côté pardon, sprint massif que Vernon a. Mais sur des profils plus accidentés, sur des classiques, typiquement Milan-San Remo, c'est quelque chose qui pourrait complètement lui correspondre. Carmen Strong, je vois pas quel monument lui correspondrait plus que Milan-San Remo. Il passe la bosse avec les meilleurs, il va les aligner au sprint derrière ou même il attaque, hein. C'est pas interdit pour un sprinter d'attaquer, mais ouais, pour ça, il va falloir quand même passer un petit cap. Sinon, on a Oleg Kogut, qui a fait une bonne saison, qui a gagné sur l'Acro Race. Voilà, donc c'est pareil, profil sprinter assez jeune, à polir, hein, une pépite aussi de ce côté-là. Alors, est-ce que ce sera un Cavendish? Probablement pas, mais ça peut être un sprinter qui va chercher des petits succès sur des courses un peu inférieures, voire en World Tour. Donc pareil, à surveiller de très près la saison prochaine. Du côté des profils accidentés, évidemment, Stephen Williams, on en a déjà parlé, mais bon, Flash Fallon, toutes les choses comme ça, ce sera le leader. Il n'y aura pas trop de débat. Hugo Hull qui commence à, voilà, un peu à vieillir, qui avait remporté une étape du Tour de France en 2022, mais voilà, il est plutôt jeune, et puis c'était un peu un coup, voilà, un coup d'éclat d'une fois. Je pense pas que ça réarrivera. On a Cote qui, pareil, on a déjà parlé, mais ce sera un équipier. Simon Clark, qui a 120 ans, mais qui peut toujours rendre des services, ancien vainqueur d'étape sur Tour de France en même temps que Goul, qui a gagné aussi la classique Cadel Evans l'an dernier. Donc, ouais, pareil, c'est un très bon élément parce qu'en plus, il va vite au sprint, donc c'est un bon coureur. Après, il a 36 ans, donc à partir de ce moment-là, tu peux plus trop en attendre grand-chose. Nick Schulz, qui a quand même battu Pogacar cette saison, c'est quand même assez rare pour le souligner, qui est capable de coups d'éclat. On se souvient de son Tour de France 2022 où il est exceptionnel. Il ne gagne pas, mais bon, il est à un très très haut niveau. C'est aussi pas un mauvais grimpeur. Enfin, c'est pas un mec qui va aller grimper le Mont Ventoux tranquillement, mais il peut passer les bosses un peu plus longs, on va dire. Très irrégulier, malheureusement, c'est un peu dommage de ce côté-là, mais aussi un très bon coureur. Blackmore, on en a déjà parlé. Voilà, donc
Voilà, la saison prochaine, peut-être qu'il y aura une place à prendre, parce que Stephen Williams, il a quand même des défauts aussi. Donc peut-être que Blackmore pourra se révéler en tant que leader en puissance de cette équipe. Euh, et sinon, on a Pickrell, qui lui, pour le coup, est un coureur assez complet, qui va vite au sprint, qui passe très bien les bosses. Il a gagné ce Tour de l'Avenir, il me semble, en 2023. Et il a aussi gagné sur le CVO Tour, devant des mecs comme Nittolo, des choses comme ça. Donc, pareil, j'aurais pu le mettre en sprint aussi. Mais il a quand même cette faculté à bien passer les bosses. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est un Corbin Strong, mais c'est un peu dans la lignée de ce genre de coureurs-là qui passent bien les bosses et qui derrière peuvent aller aligner un groupe plus ou moins gros au sprint. Donc, très bon effectif, euh, assez complet. Et à ça, bah, tu ajoutes les pavés avec Chris Neylands en tant que leader. Donc, c'est peut-être le secteur un peu plus faible. Mais bon, Chris Neylands, il a quand même fait des très bons résultats par le passé sur les classiques pavés. Euh, on ajoute aussi Mathis Louvel, qui lui, pour le coup, bah, arrive dans l'équipe, va devoir prouver. Il a pas fait une énorme saison cette année, mais on connaît ses qualités dans les classiques flandriennes. Il peut aussi donner des coups de main sur les classiques accidentés, voire sur les sprints, donc très bon recrutement. Et puis encore, dont on parle peu, je trouve, mais qui est très bon aussi, Riley Sheehan, donc celui qui a gagné Paris Tour en 2023, quand il était encore que stagiaire, et qui a fait une bonne saison aussi. Sur les classiques pavés, on l'a pas mal vu. Il fait aussi deux ou trois sur Francfort, quand Van Gils gagne, donc il est là pour le sprint. Donc pareil, aussi un gros coureur qui peut aussi être sur les profils accidentés, sur les sprints. Grosse pépite aussi, Riley Sheehan. Donc c'est pour ça que moi je trouve que cet effectif il est bien, parce qu'il y a beaucoup de coureurs un peu à polir. Il y a beaucoup de profils assez intéressants. Après, évidemment, il manque toujours les énormes leaders, c'est-à-dire que là, t'as quand même des mecs qui sont quand même tous en dessous dans leur spécialité. C'est pour ça que j'ai mis que 13 sur 20. Mais pour une équipe Conti, on peut monter à 15-16 parce que c'est un effectif énorme. Alors, quand tu regardes l'auto, tu te dis, ouais, bon, il n'y a quand même pas des Van Aanholt ou des Deli, mais tu as un effectif qui est quand même très complet, avec beaucoup de coureurs capables de faire former. T'as pas de très très hauts leaders. Et par contre, tu as beaucoup de coureurs qui sont à un très bon niveau, capables d'aller chercher des résultats. Et donc, pour les victoires, c'est peut-être pas forcément toujours utile, mais pour les points UCI, ce qui est très important pour ce genre d'équipe, c'est quand même pas mal d'avoir, bah, vous voyez la liste des sprinters, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont capables d'aller gratter des points sur des sprints massifs. Il y a beaucoup de coureurs aussi dans les vallons, dans les étapes un peu vallonnées, qui peuvent aller chercher des petits points par-ci par-là. En montagne, tu as aussi du beau monde. Tu as au moins Derek Guy et Mathieu Riccitello, plus Yanir qui peuvent aller marquer des points. Marco Frigo, pourquoi pas aussi. Donc à ce compte-là, tu as un effectif qui est quand même très complet, qui peut marquer beaucoup de points. Et pour ce genre d'équipe, c'est important. Après, pour le très très haut niveau, ça me semble peut-être un peu léger par moment. Donc pour la prochaine saison, gagner sur les grands tours, pour moi, c'est quand même un truc qui est quand même toujours important pour une équipe de ce calibre-là. Une victoire sur la Vuelta, c'est quand même pas assez, je trouve. Il faut gagner sur le Tour de France. Il faudra aussi continuer sur ce rythme-là. Par exemple, bah voilà, aller chercher des petites courses par-ci par-là. Pourquoi pas aller sur le Tour de Guangxi, aller récupérer une CPO World Tour. Voir les jeunes, évidemment, tout ce qui est Kogut, Pigrel, plus les voir. Euh, et être plus présent sur les monuments aussi. Parce que tu as beaucoup de profils, comme on a vu, qui sont performants sur les profils accidentés. Tu as des mecs bons sur les pavés. Tu as des mecs qui pourraient performer sur un Milan sans MO. Donc tu as besoin d'avoir une présence comme ça sur des courses un peu plus importantes. Chose qu'on n'a pas trop eu cette année, je trouve. Moi, mes pronos, c'est moins de victoires. Parce que je pense que cette saison, il y a eu beaucoup d'astres qui se sont alignés. Alors, c'est pas pour dénigrer, parce que moi, je trouve ça bien aussi que quand tu as des occasions de performer, tu performes. Ok, sur le tour d'un under, il n'y avait personne, mais tu gagnes. Tu fallait quand même gagner. Ok, sur la Flèche Wallonne, il y avait beaucoup de favoris out, mais tu gagnes quand même. Donc c'est bien quand même d'avoir cette équipe qui, quand il n'y a pas les meilleurs, bah, performe. Mais la saison prochaine, je pense que ce sera compliqué d'aller chercher une Flèche Wallonne ou un tour d'un under. Donc c'est pour ça que moi, je vois moins de victoires, pas forcément une moins belle saison. S'il y a plus de victoires sur les grands tours, ça pourrait compenser complètement. Donc, moi, je vois une belle saison quand même l'an prochain de Israël. Euh,
Après, j'ai mis une victoire sur le Tour. Je pense que c'est possible. Après, si c'est 2 victoires sur le Giro, 3 sur la Vuelta, des victoires un peu partout sur les classiques, pardon, sur les courses par étapes pour le Tour, hein, ça compensera aussi. Mais ce serait bien de gagner sur le Tour de France quand même, surtout que tu pas mal de profils pour le faire. Je vois une belle saison de Guy, je vois une belle saison de Riccitello, je vois une belle saison de Sheehan, je vois peut-être une belle saison de Williams, une belle saison de Blackmore. Donc, c'est pour ça que moi, de ce côté-là, je suis pas inquiet pour l'équipe. Il y a beaucoup de coureurs qui sont en pleine forme, d'autres qui vont continuer de se développer. Donc, moi, je vois une très très belle saison. Et puis enfin, un beau mercato, parce qu'il y a beaucoup de fins de contrat dans l'équipe. L'an prochain, il y a beaucoup de fins de contrat tout court. Cette saison, c'était un peu pauvre en fin de contrat, fin des coureurs en fin de contrat. On n'avait pas 60 000. La saison prochaine, il y en a quand même beaucoup plus. Et donc, j'aimerais bien l'équipe aller chercher des bons petits coureurs par-ci par-là et faire un très très beau mercato. Je sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouvera normalement dès jeudi pour une nouvelle équipe pour World Tour cette fois-ci. Euh, et puis voilà, bah, on se donne rendez-vous à jeudi. Et puis on se dit salut, salut les gouttes.